Mois de septembre, mois budgétaire, la session au Parlement, la session budgétaire pour cette année. Nous voudrions savoir où en sommes-nous avec les niveaux des dépenses au niveau de l'actuelle loi des finances et en même temps comprendre quel a été le niveau de la capacité de mobilisation des régies financières et de revenus en RDC. Toutes les questions trouveront des réponses dans ce nouveau numéro de votre magazine Éco Déco et notre invité est à découvrir. Oui, je m'appelle Alexandre Choué Mbomokim et je suis économiste congolais. J'ai étudié ici à l'Université présidente de Congo et je suis aussi enseignant d'économie à l'Université présidente de Congo. J'ai également travaillé pour mon pays au niveau du gouvernement, au niveau de plusieurs ministères et également à la primature. J'ai également travaillé pour le compte de plusieurs organisations internationales, notamment la Banque africaine de développement, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'UNICEF, la CEA, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Et je suis aussi auteur de plusieurs productions scientifiques et je mène mes réflexions et analyses sur les questions liées à la croissance économique, aux problèmes macroéconomiques, aux finances publiques, mais aussi aux questions soulevées par le problème de la pauvreté en Afrique. Voilà un peu ce que je fais comme activité. La loi des finances 2020, rien que 3 mois nous séparent de la pureté de cette loi. Où en sommes-nous avec plusieurs déficits rencontrés durant l'exécution de cette loi? Est-ce que la loi a été vraiment respectée? Et c'est une opportunité, la Covid-19 est une opportunité à l'économie congolaise de s'attirer encore une nouvelle politique dans le sens de bien mobiliser et bien encadrer les différents revenus. Toutes ces questions, nous allons les poser ici sur plateau avec un micro, plutôt macroéconomiste que nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux, Alexandre Choué. Bonjour. Bonjour. Vous êtes macroéconomiste et avec vous, nous partons directement sur cette loi des finances, l'exercice 2020. Est-ce qu'on peut parler en termes de respect? Elle a été respectée? Malheureusement, non. En fait, dès le départ, moi, je suis de ceux qui avaient estimé que l'enveloppe du budget 2020 était surestimée, compte tenu non seulement des performances de notre économie, mais aussi compte tenu des capacités que nous avons à collecter les recettes. C'est vrai que le gouvernement actuel a exprimé une volonté de voir les recettes de l'État augmenter, ce qui est noble parce que nous pensons tous que ce pays mérite un budget plus important. Mais cependant, le passage du niveau actuel de collecte à un niveau supérieur demande un travail. Il faut prendre des mesures. Il y a certaines lois qui doivent changer. Or, rien que le processus de prise d'une loi peut vous prendre 6 à 7 mois, voire même toute une année. Et donc, s'il faut envisager l'amélioration de la collecte, ça peut intervenir bien après. C'est vrai qu'il y a des poches ici et là qu'on peut chercher à fermer pour pouvoir récupérer plus d'argent. Mais passer de 4,5 milliards en exécution à 11 milliards, c'était quand même trop fort. Et donc, partant du fait que la prévision de départ posait problème, pour moi, je pense qu'il est plus qu'évident qu'on n'arriverait pas à atteindre... Malgré les assurances du gouvernement en termes de réformes avec l'IPR sur les secteurs publics, avec la lutte contre la corruption soutenue par le régime et aussi le coulage des recettes qui devaient être stoppées, vous n'avez pas donné quelques crédits de confiance. Non, ce sont des efforts qu'il faut entreprendre. Je suis tout à fait d'accord, il faut le faire. Il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre le détournement des deniers publics. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce sont des actions qui s'inscrivent dans la durée. Parce que pendant plusieurs années, le Congolais s'est accommodé à ce style de vie. Ce qui veut dire que ce n'est pas en un jour qu'on peut changer ou transformer le cours des choses. Donc, moralité, ça devrait prendre du temps. Et donc, compte tenu de cela, je pense que quand on fait un budget d'une année, on doit tenir compte aussi du rythme sur lequel on va mettre en œuvre les réformes et le temps que ça prendra aussi pour donner lieu à quelques résultats. Donc, les réformes, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais pas du coup dans une année pour avoir un budget estimé à 11 milliards. Multiplié par 2,5, c'est un peu trop fort. Et nos ressources internes posaient aussi débat. À l'époque même, on annonçait un budget à 11 milliards avec l'appui extérieur. Est-ce que ce n'est pas assez aussi être négativiste pour ne pas croire qu'avec nos ressources, nous pouvons faire mieux? Non, les ressources sont là.
Mais les ressources, l'État les collecte en suivant une procédure. Ce sont des lois. Ce sont des textes qui donnent au fait, à l'État l'autorisation de faire tel prélèvement ou tel prélèvement. Et ça passe par tout un mécanisme. L'initiative peut partir d'un ministre sectoriel. Très bien. Il doit d'abord faire passer le projet de texte par la commission des lois. La commission des lois doit traiter et renvoyer au gouvernement. Le conseil des ministres siège. Et une fois que le conseil des ministres siège, le ministre concerné passe au Parlement pour soumettre au législateur le projet. Le législateur prend le temps d'examiner au niveau des deux chambres. Et s'il y a besoin, les deux chambres peuvent se retrouver en commission paritaire pour pouvoir examiner. Une fois que le projet est examiné, on passe à l'adoption. Après adoption, on renvoie ça encore au président de la République pour promulgation. On voit un peu tout ce que ça prend comme temps. Ça peut prendre 6 mois, voire même plus que ça. Et donc, cette qualité de mobiliser qui est faible, mais le côté aussi dépense qui est extrêmement décrié, on mobilise peu, on dépense plus. Et ce n'est pas aussi une opportunité pour la loi des finances 2020, qui est en cours, les budgets 2020, d'être aussi pédagogique. Bon, il y a un problème, effectivement, c'est que quand vous n'avez pas suffisamment de moyens, il faut éviter de trop creuser le déficit public parce qu'en consommant trop par rapport à ce qu'il y a comme moyens, vous énervez l'équilibre de l'économie de son ensemble. Parce qu'un excès de dépenses de la part de l'État, c'est une forte pression sur la demande. Et cette pression se résout généralement en termes d'augmentation au niveau général des prix sur le marché, ce qui affecte le niveau de vie de la population. Donc ce sont des éléments qui dérangent. Je pense que dans le cas de la RDC, il faudrait fournir des efforts à plusieurs niveaux. Actuellement, nous avons besoin de faire une réforme profonde au niveau de la collecte des recettes. Plus précisément, je pense qu'il faudrait mettre en place la chaîne de la recette publique qui n'a jamais existé. Parce qu'il existe en fait des étapes classiques pour que l'État puisse collecter de l'argent, mais ces étapes ne sont pas établies de manière officielle à certains endroits de la République. Et il y a un non-respect de ces étapes, ce qui peut que conduire à une sous-mobilisation. Ça, c'est déjà un fait. Du côté de la dépense, oui, il y a eu des réformes qui ont été envisagées. On a mis en place la chaîne de la dépense, mais cette chaîne est-elle respectée? Il y a beaucoup de dépenses qui se font en dehors du circuit établi, ce qui est un élément de contre-performance. Et quand vous mettez justement en conjugaison la faiblesse au niveau de la collecte, des mécanismes de collecte, les faiblesses dans les dépenses, les dépenses, ça creuse le déficit public. Et quand le déficit est au rendez-vous, ça affecte le fonctionnement de l'économie dans son ensemble. Et ce qui ne peut que réagir aussi négativement sur la croissance et sur l'économie de demain. Et donc, faire attention. Donc, les erreurs d'aujourd'hui peuvent faire le malheur de demain. Donc, il faut beaucoup de rigueur dans la gestion des finances publiques. Mais quand vous intervenez sur beaucoup d'efforts dans la gestion des finances publiques, c'est qui nous pousse même à ces budgets, et on sait bien que c'est le budget de l'État qui est même le pilier même des finances publiques, envisager un budget en 2021 en termes des besoins de la population et en termes de besoins de la nation, avec les faiblesses que nous avons connues en 2020, est-ce qu'on peut déjà être dans la perspective pour un budget assez équilibré pour 2021? Je ne parle pas d'accroître l'enveloppe du budget, mais je parle plutôt du fait qu'il faudrait faire un effort pour établir une sorte de correspondance entre les recettes et les dépenses. L'équilibre. Oui. Je parle plus de correspondance parce que pour moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'équilibre du budget est une finalité en soi. Parce que l'expérience montre d'ailleurs partout au monde que l'équilibre n'est presque jamais respecté. Mais par contre, on peut avoir un déficit qui est soutenable. Donc pour moi, l'idée, c'est que l'on puisse tenir compte réellement du contexte économique actuel, contexte économique qui est, entre autres, affecté par le fait que la pandémie de la Covid est en train de sévir. Donc si nous tenons compte du fait que l'économie pourrait ne pas tourner comme il y a 3, 4, 5 années passées, et que l'on sait être un peu plus regardant sur la capacité de collecte actuelle et aussi les effets probables des réformes en matière de collecte des recettes, là, on pourrait donc arriver à définir une enveloppe plus ou moins réaliste pour le budget de l'État. Et ensuite, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme besoin. C'est vrai que le contexte de crise actuelle a augmenté les besoins sociaux de la population et ça demande normalement à l'État d'intervenir plus. Mais avec des moyens limités, l'État ne sera pas. Ce qui suppose qu'il faudrait recourir
au concours extérieur. Mais là encore, il faut faire un travail pour négocier avec les potentiels partenaires qui peuvent financer le pays. Donc, tout justement, on y reviendra. Mais quand vous parlez qu'il faudrait qu'il y ait la correspondance, pour ceux qui défendent le respect strict de trouver l'équilibre en dépenses et en mobilisation des recettes, vous ne passerez pas comme vous êtes en train de prêcher. On peut élaborer un budget en déséquilibre. On peut élaborer un budget en déséquilibre. Et quand on élabore le budget et qu'on soumet ce budget au Parlement, on discute des modalités de couverture du déficit. Mais le cas de la RDC est assez exceptionnel avec un déficit. Non, en fait, à l'époque, je me rappelle, il y avait un projet de budget avec des équilibres. Certains parlementaires ont pris la parole. Non, voilà, comment est-ce qu'on fait avec un budget là? C'est une arnaque, on veut voler, tout ça. Non, c'est pas ça, ça se fait ailleurs. C'est-à-dire quoi? C'est que l'État est conscient qu'il ne sait pas collecter suffisamment de moyens par rapport aux besoins exprimés. Mais vu l'urgence et l'importance, eh bien, il faut le faire. Et donc, le débat serait maintenant de voir comment couvrir ce déficit-là qui a été prévu. En fait, là, maintenant, c'est intelligent. Au lieu d'attendre qu'un déficit vous surprenne, soit constaté pendant l'exécution. Voilà, c'est ça. Donc, vous anticipez. Et l'anticipation est une bonne chose pour un bon décideur gestionnaire. Et ces budgets semblent être un budget de déficit à tous les niveaux. Depuis le mois de janvier, on a eu du mal à mobiliser parce qu'on sortait d'une année préparative au gouvernement avec l'année 2019. On a du mal, on trouve Covid-19 qui nous pose encore beaucoup de difficultés. Et l'autre possibilité qu'a recouru le gouvernement de procéder au bon de trésor. Et c'est une pratique qui doit encore être envisagée pour 2021 ou on peut penser mettre fin à la pratique? Les économistes, les macroéconomistes, tout comme les experts des finances publiques, savent que l'État peut recourir au bon de trésor pour financer. C'est légal, oui. C'est tout à fait normal. Mais dans le cas d'ARZ, par exemple, pendant longtemps, cette pratique a disparu parce qu'autrefois, l'État a procédé à cela, mais il n'a pas respecté les engagements qui étaient les siens. Ce qui fait qu'il y a eu une perte de confiance. Aujourd'hui, la pratique a revu le jour, mais la confiance n'est pas totale. La preuve en est que les bons de trésor que l'on place dans le public, on les place pour quelle durée? C'est généralement des horaires temporels courts. Hors d'autres pays, les horaires temporels sont un peu plus longs et ça permet donc à l'État d'utiliser cet argent pour financer certaines dépenses qui seraient de nature à modifier la structure de l'économie ou encore à soutenir la croissance, notamment les dépenses en infrastructure, qui sont très importantes pour soutenir l'activité économique. Et la planche à billets pour combler les déficits, comment vous trouvez? Non, je suis contre cette pratique-là. Nous avons eu beaucoup de problèmes monétaires en RDC et la mémoire existe encore, la mémoire inflationniste existe en RDC. Donc il ne faut pas recourir à ce genre de pratique. Déjà aujourd'hui, beaucoup de gens discutent beaucoup de la crédibilité de la Banque centrale. Et si on doit aller vers des telles pratiques, ça peut conduire à des déboires qui vont nourrir l'inflation, entraîner une perte de pouvoir d'achat de la population et donc avoir des effets très nocifs pour l'économie, mais également pour le bien-être social. Donc il faut éviter ce genre de choses. Même s'il y avait des réformes dans ces secteurs? Non, on n'en a pas besoin. Faisons des réformes pour mieux collecter les recettes. Donc on ne pense même pas à encourager la planche. C'est mon point de vue. C'est vrai que certains peuvent avoir un discours contraire, mais je pense que non. Pour le cas de la RDC, non. Faisons un effort pour mieux collecter les recettes et laissons la Banque centrale faire un effort pour maintenir la stabilité monétaire. Ce serait quelque chose de très... Alexandre Choué, en termes de propositions pour quitter cette question sur les déficits, comment l'État ou le gouvernement peut se comporter pour atténuer les déficits qui est constaté sur place? Bon, actuellement, c'est déjà difficile parce qu'on a eu à faire passer une loi avec 11 milliards, ce qui était trop fort. C'est un mal qui est consommé. Très bien. Donc, on ne se fait pas un leurre. À la fin de l'année, il y aura des écarts très importants. Mais il n'est jamais trop tard de faire bien les choses. Comme pour dire que l'on peut se rattraper avec le budget 2021. Que cette fois-ci, on fasse un effort pour être un peu plus réaliste dans l'élaboration des prévisions de recettes et que l'on fasse aussi un effort pour améliorer la qualité de la dépense. Comment ça? Il faudrait tenir compte des problèmes réels. Voir ce qu'on a comme problème, quelles sont nos priorités et faire les allocations en fonction de nos priorités. Nous avons une population relativement jeune. Il y a beaucoup de problèmes de la jeunesse. Mais il faut autant que le budget de la RDC soit un budget qui prendrait en charge les questions des enfants, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes désœuvrés. Il y a des problèmes d'accès à l'éducation, à la santé. Donc il faudrait que le budget tienne compte de ces impondérés. Et donc ça suppose que s'il y a autant d'exigences à satisfaire, on devrait éviter que l'on puisse avoir des excès de crédit pour les institutions, par exemple,
qu'il y ait des dépenses de prestige dans un contexte de crise, des dépenses qui ne sont pas justifiées, parce qu'il faut faire la priorité. Il faut noter que le budget, c'est le budget national. Hein. Ce n'est pas le budget du gouvernement. Non, c'est le budget de l'État. Oui. Donc, comme pour dire qu'il faudrait que le budget traduise fidèlement les politiques publiques et que les politiques publiques soient, elles, calquées sur les vrais problèmes de la population. S'il y a une déconnexion entre les politiques publiques et les problèmes de la population, c'est que le politique n'arrive pas à répondre à ces engagements parce que le pouvoir a promis au peuple certaines choses. Il faut faire un effort pour rencontrer les attentes du peuple. Donc, à ce niveau-là, il y a besoin d'un ajustement, mais aussi dans la mise en œuvre du budget de l'État, il faut que certaines choses soient respectées. Et il y a une frange des économistes avant le mois de septembre qui soutenait les correctifs budgétaires, tout justement. Mais une fois au mois de septembre, donc on ne peut plus espérer pendant ces 3 mois vivre sans boussole, on peut dire. Bon, il était souhaitable que le budget soit revu à mi-chemin, compte tenu non seulement... Les 3 mois qui restent, ce sera possible? Non, mais par rapport au calendrier, ça pose problème parce qu'on est déjà à la veille d'une nouvelle session parlementaire et une session qui sera essentiellement budgétaire. Donc, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et pendant ces 3 mois qui restent, dans la mobilisation et dans les dépenses, nous allons nous référer toujours à ces budgets 2020 qui bien sûr, c'est une loi. Ses faiblesses. C'est une loi. Elle a été votée et promulguée. Elle est là et elle s'impose. Mais bien sûr, on avance en sachant qu'il y aura des écarts parce que la situation économique n'est pas très bonne. Or, les recettes de l'État proviennent de l'économie. Par le fait que l'économie ne tourne pas assez bien, il est plus qu'évident que l'on aura des effets en termes de recettes collectées. Ça, c'est déjà une évidence. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement? Je pense qu'on peut faire un ajustement par le bas, c'est-à-dire faire un effort du côté des dépenses, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire comme dépenses aujourd'hui, ce qu'on peut éviter. Évitons-le pour ne pas fâcher les équilibres globaux et énervé dans le cadre macroéconomique, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc il faudrait qu'il y ait davantage de discipline. Bon, c'est vrai que j'ai entendu la signature d'une sorte de pacte entre le gouvernement et la Banque centrale pour un non-recours aux avances de la Banque centrale. Les dépenses en procédure d'urgence doivent être zoomées avant les décaissements quelconques. Même pas zoomées, pourquoi ne pas faire un effort pour avoir un cycle normal d'exécution du budget? C'est pour ça que tout à l'heure, donc, qu'on n'aille pas les dépenses en urgence. Il faut les minimiser. Mais comment est-ce que l'exception peut devenir la règle? C'est que c'est plus l'exception. Et les procédures que nous avons mises en place alors n'ont plus de sens. C'est ça l'effort qu'il faut fournir. Il faudrait fournir des efforts considérables pour arriver à mieux exécuter le budget de l'État. C'est pour ça qu'il faudrait, comme je disais d'ailleurs, utiliser à bon escient les outils de gestion, notamment faire un effort pour que le programme du gouvernement soit en symbiose avec le budget. Première chose. Très bien. Deuxième chose, pendant l'exécution, il faudrait que l'on puisse élaborer à temps les plans d'engagement budgétaire en fonction des besoins des politiques à mettre en œuvre. Troisième chose, il faudrait aussi établir une forte correspondance entre le plan de trésorerie, qui est l'outil de gestion au quotidien, par rapport aux engagements, en vue à ce que les écarts ne soient pas énormes. Et dans l'exécution aussi, il faut s'assurer que le plan de trésorerie s'accommode bien avec les plans ou les feuilles de travail ou feuilles de route des ministères qui font sur l'exécutif, de manière à ce qu'on s'assure que oui, les ministères arrivent à implémenter leur politique correctement parce qu'on leur donne l'argent suffisamment et dans les délais voulus. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que souvent il y a un problème de synchronisation entre le flux des recettes et le flux des dépenses, mais il y a toujours de voir un peu comment faire un effort pour lisser. C'est-à-dire que lorsqu'on élabore le plan de budgétaire, on doit tenir compte des différentes échéances fiscales, par exemple, du moment où l'État collecte le plus. Et voir un peu, parce que si on ne tient pas compte de ça, on peut nous-mêmes énerver la situation macroéconomique. On se rend compte qu'il y a assez dans la caisse. Et après, on aura peut-être des recettes, mais parce que déjà, il y a eu un choc macroéconomique, les effets vont se diffuser sur l'année et ça aura des conséquences néfastes sur l'économie et sur le niveau de vie de la population. L'autre fausse note, si il faut le dire comme ça, c'est l'accompagnement extérieur dans ces budgets 2020 qui n'était pas assez au rendez-vous. Comment d'abord analysez-vous cette réalité? Bon, en fait, celui qui vous donne de l'argent doit commencer par boucler son budget. S'il n'arrive pas à boucler son budget parce qu'il a des problèmes d'argent, il ne vous donnera pas. Parce qu'il y a une partie de l'aide qui provient de certains pays donateurs. Mais si ces pays, avec la Covid, ont des sérieux problèmes de santé et qui n'arrivent pas à se prendre en charge comme ils le faisaient auparavant, ils n'auront pas la capacité de dégager un surplus et vous le donnez comme ils le faisaient. Il faut noter que rien que le contexte actuel de l'économie mondiale
n'est pas favorable. Et ça doit nécessairement venir des surplus de ces organismes ou de ces pays. Oui, là, d'abord, je parle plus des pays, mais les organismes aussi ont des difficultés actuellement. Ce n'est pas tous les organismes qui ont suffisamment de moyens pour pouvoir intervenir. Parce qu'il y a certains outils que les organismes utilisent pour lever des fonds sur les places financières internationales. Mais dans un contexte de crise économique, qui place de l'argent et qui donne facilement, vu tous les éléments de risque qui planent. Et donc, bref, c'est pour dire que globalement, on doit s'attendre à une baisse des flux financiers à échelle mondiale. Et dans cette baisse, imprime une certaine discipline, ou devrait imprimer cette discipline à tous les acteurs qui gèrent les finances publiques dans les pays, notamment nos Quel pays. que soit votre niveau de collaboration, quel que soit votre niveau d'amitié, comme on a toujours dit, entre États aussi. L'amitié, bon. Ouais. Bon, vous parlez de la fraternité, moi je parle de l'économie, je pense qu'il y a un écart entre ces éléments. Mais oui. L'économie, c'est plus une question d'intérêt. Et en politique aussi, c'est plus une question d'intérêt. Et quand on n'en a pas au niveau de l'extérieur, on retourne chez soi. Quelles sont les opportunités qu'on peut dire d'après Covid qu'a la RDC d'élargir ses revenus en termes de mobilisation? Non, si l'économie ne reprend pas, il est difficile de penser à un accroissement de l'espace budgétaire parce que l'espace budgétaire dépend de l'économie. L'État reçoit de l'argent à partir d'un prélèvement qui est effectué sur les revenus générés par l'économie. Si l'économie ne produit pas assez, il est évident que l'espace de l'État va se restreindre. Donc, même pas... Donc le problème, c'est de voir comment relancer l'économie. Mais ce n'est pas facile parce que notre économie a une structure extravertie. Nous dépendons beaucoup de l'extérieur, notamment pour la vente de nos minéraux, ainsi de suite. Alors, si la demande globale se comporte pas bien, y compris la demande chinoise, qui fait plus ou moins 40 à 41% des exportations de la RDC, il se dit qu'on aura du mal à trouver des débouchés pour vendre nos matières. Et du coup, les rentrées en devises vont baisser, les recettes d'exportation vont baisser, bien sûr, et donc aussi les recettes d'État vont baisser. Donc, ça, c'est vraiment logique. Alors, tout le problème est de voir comment relancer l'économie. Et puisque la structure économique actuelle du pays pose problème, une réflexion profonde devrait être menée par le gouvernement sur comment diversifier notre économie. Donc cette crise est une opportunité pour le pays de reprendre cette question de la diversification. Elle a été énoncée depuis. J'en ai parlé moi-même. J'ai discuté avec plusieurs acteurs de ce pays, la question. Mais j'ai remarqué qu'on en parle, mais les efforts pour diversifier l'économie sont très limités. Pourtant, on a beaucoup d'opportunités. Alors aussi, comme chercheur en économie et chercheur dans le finance publique, quelles ont été vos propositions en termes de diversifier cette économie et la rendre encore plus attrayante? Dans mon cours de microéconomie, j'ai introduit le cours en faisant remarquer aux étudiants que la consommation est la première activité de l'homme. Dès sa naissance, il commence à consommer. Et donc, la production est engagée dans le but de répondre aux besoins des consommateurs. S'il y a un besoin quelque part, c'est donc une opportunité d'affaires qu'il faudrait saisir. Aujourd'hui, plusieurs pays d'Afrique font face au problème de sécheresse, comme pour dire qu'ils ont besoin de l'eau. La RDC, à elle seule, représente plus de 50% des sources d'eau douce de l'Afrique. La RDC ne recueille pas les eaux de pluie jusque-là. Et c'est l'eau qui peut servir à d'autres pays qui en ont besoin. Il n'y a pas là une grande opportunité d'affaires pour le pays. Imaginez un peu ce que l'on ferait si on mettait en place un programme pour produire et exporter de l'eau en Afrique. Là, c'est suscité encore un grand débat. Vous vous rappelez la polémique autour de l'organisation du bassin Congo, qui s'est organisée au Congo-Brazzaville, avec l'autre débat sur Aqua Congo, où on a connu Aquatrans, l'exportation ou carrément canaliser l'eau congolaise jusqu'au Tchad. Est-ce que vous imaginez l'impact politique, voire même économique et diplomatique? Si nous faisons ça de manière intelligente, ça va profiter au pays. Et ça fera que le président congolais sera encore plus fort. La force de Vladimir Poutine en Europe tient au fait que la Russie donne le gaz aux pays européens. Et quand il y a des débats sur une question mondiale, certains décideurs de l'Europe se réfèrent à Poutine parce qu'ils sont dans le besoin, ils doivent négocier avec. De manière intelligente, comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais si aujourd'hui, nous, on arrive à offrir à tous ces pays de l'eau, ils seront donc dépendants de la RDC.
Non seulement que ça va nous rapporter de l'argent parce qu'on va exporter, donc ce sont des rentrées, ça va créer des emplois, mais aussi on va consolider la position du pays sur le plan de la stratégie politique. En termes d'eau, l'eau douce ou carrément c'est l'eau qu'on peut leur proposer. Parce qu'à l'interne même, nous avons un sérieux problème de distribution d'eau douce. C'est anormal. Ce n'est pas jeter encore un problème. C'est anormal. C'est anormal. Mais par contre, si on met en place une stratégie de recueillement de l'eau de pluie, on épure l'eau, on exporte, ça va nous rapporter de l'argent. Et si on gère bien, c'est-à-dire c'est là pour maintenant améliorer la distribution et la desserte en eau dans le pays, on va résoudre plusieurs problèmes. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent en RDC de maladies hydriques. Oui, un peu ça. Avec ces rentrées, si on améliore la desserte en eau, on va sauver plusieurs vies. Et avec ces programmes, ces projets, avec un Congo qui a du mal, voulait dire, d'investissement, on dit quoi, en termes de budget, qui a du mal à financer les investissements dans son budget. Comment avoir l'argent pour le pays de financer ces genres de projets, d'idées? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'argent de l'État dépend des progrès de l'économie. Si vous mettez en œuvre des projets intégrateurs qui bougent l'économie de manière sensible, qui procurent plus de revenus à l'économie, l'État aussi va tirer parti demain. En fait, il faut avoir une vision intertemporelle de la gestion des finances publiques. C'est une chose qui manque souvent. Souvent, nous ne regardons que sur l'année, alors que dans d'autres pays, la gestion des finances publiques s'inscrit dans la durée. Et c'est comme ça que nous avions produit un papier sur la soutenabilité des finances publiques il y a quelques mois ici, où on a fait remarquer avec le co-auteur. Donc ça demande des réformes en termes des fixations, que les budgets ne soient pas annuels. Oui, non, on doit aller à ça, mais il faut d'abord avoir une vision. C'est-à-dire que le gouvernement doit avancer avec un programme qui s'inscrit dans la durée. Et maintenant, on prend des décisions annuelles, mais on tient compte du fait que l'année s'inscrit dans le parcours. Moi, je ne suis pas encore trop satisfait sur le projet d'investissement budgétaire, par exemple. Quand on a du mal, la grande partie de notre budget, c'est en termes de mobilisation des agents et fonctionnaires de l'État, en termes de traitement, rémunération. Mais comment on peut estimer ce genre de projet, bien que c'est un grand projet qui doit attirer l'extérieur, qui est frappé par la sécheresse? On a plusieurs modalités de financement de l'État. Très bien. Si avec les ressources internes, on ne sait pas le faire, on peut obtenir un financement extérieur. Mais tout dépend de la manière dont le projet a été conçu et comment est-ce qu'on veut l'implémenter. Parce qu'il faut convaincre les bailleurs à venir investir dans le projet. Mais si le projet est bien conçu et que vous faites preuve de beaucoup de sérieux dans la gestion du projet ou des projets, c'est tout à fait évident que vous puissiez trouver des personnes qui voudraient investir parce que c'est une activité qui rapportera de l'argent à coup sûr. Et nous sommes surpris de comprendre que vous avez une vision qui est régionale et pourtant plusieurs proposent la diversification en termes d'agriculture. Ça ne vous intéresse pas? Non, c'est un aspect. Je n'ai pas dit que je suis contre l'agriculture. J'ai donné un exemple parmi tant d'autres. Nous avons des problèmes d'agriculture. Il faut que l'on puisse régler le problème de la faim. Parce que nombreux sont ceux qui meurent de faim en RDC, des enfants qui meurent de la faim. C'est quand même grave pour un pays aussi riche sur le plan agricole comme la RDC. Donc il faudrait vraiment réfléchir sur ces questions-là. Et nous allons nous plonger dans l'avenir pour voir déjà, en termes de finances publiques, toujours avec le budget de l'État 2021. 11 milliards en 2020. Vous serez surpris de voir un budget de 6 milliards en 2021? Non. Encore plus moins. S'il faut revoir le budget à la baisse, il faut le revoir parce que les perspectives économiques ne sont pas très bonnes, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure. Donc, c'est tout à fait normal. C'est à ça que je m'attends. Mais si on nous pose encore un budget de 11 milliards ou 12 milliards, là, je serais un peu écœuré parce que c'est comme si on ne tient pas compte du fait qu'on a été d'abord un peu trop optimiste et que l'on ne tient pas compte du fait qu'actuellement, l'économie est en train de tourner au ralenti du fait de la Covid-19. Donc, justement, en 2021, quelle activité économique, les secteurs économiques, par où, si vous étiez à conseiller, si vous arrivez de proposer quelques suggestions, par où on peut commencer pour rendre encore l'activité économique plus vivante dans notre pays? Non, en fait, nous avons différents secteurs d'activité qui existent. Il y a beaucoup de boulot d'étranglement au niveau des secteurs d'activité.
actuellement, il faudrait que le gouvernement continue avec des réformes. Là où il y a des réformes à faire, il faut les faire pour assainir le climat des affaires, essayer de réduire les éléments qui dérangent le secteur privé pour que celui-ci puisse créer davantage d'emplois et de ressources. Parce que le contexte est très difficile. Si au contexte difficile actuel, il s'ajoute d'autres faiblesses liées à la mauvaise gouvernance, mais il est plus qu'évident que les entreprises seront asphyxiées. Imaginez un peu ce qui en résulterait si aujourd'hui 5, 10, 20, 30 entreprises viennent à fermer leurs portes. L'impact en termes d'emploi, en termes de revenus générés et en termes de bien-être, parce que le travail procure des revenus qui nourrissent les ménages. Très bien. Mais on se pose cette question. D'autre part, l'État doit comprendre les entreprises, les opérateurs économiques. D'autre part, l'État doit mobiliser des recettes. Non, ce n'est pas question de comprendre ou de devoir mobiliser. C'est question d'éviter qu'il y ait de la surcharge, qu'il n'y ait pas de double taxation, qu'il n'y ait pas de double prélèvement. Tout simplement. Je pense que les entreprises demandent ça. Mais ils en font un peu de trop. On a la FEC, à chaque fois qu'il y a l'opportunité de rencontrer les gouvernements, il y a tracasserie, il y a tel dans tel domaine. Mais l'État a besoin de ça aussi. Mais quand on parle de tracasserie, ça suppose qu'il y a des acteurs qui ne sont pas censés mobiliser des recettes, mais qui le font. C'est ça le problème. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure là, collecter les recettes, ça dépend de la loi, de l'organisation qui est mise en place. Mais quand une personne ou un service qui n'est pas censé collecter commence à collecter, il y a un problème. Et comment c'est possible? Mais quand, par exemple, au niveau des services de collecte de recettes, on retrouve les services de renseignement, de sécurité. Quel est leur rôle là-bas? Mais non, c'est pour la sécurité, c'est pour sécuriser le bien et des personnes. Et quand ils prennent de l'argent, c'est sûr pour la sécurité. Peut-être que c'est ça, on apprend toujours, hein, vous savez, il peut y avoir des innovations, hein, on apprend même. Mais non, ils dénoncent, les opérateurs économiques dénoncent. Mais parce que ce n'est pas correct, justement. Ils ne dénoncent pas pour le plaisir. J'estime qu'il y a des dénonciations qui ont tout leur sens. Il ne faut pas fermer les yeux. Quand quelqu'un se plaint de quelque chose, il faut prendre le courage de regarder en face ce problème et chercher une solution. Et certains opérateurs économiques qui ont vécu à l'extérieur du pays estiment que la République démocratique du Congo est l'un des pays où il y a beaucoup de largesses en termes de contrôle des mobilisations des recettes ou de couverture. Mais il faut faire des réformes justement au niveau des régies financières. Voilà, mais vous ne trouvez pas que ça fragilise le problème, c'est que des fois, les gens n'aiment pas les réformes, mais il faut être courageux. Les réformes, c'est comme une pilule. Moi, je fais un effort pour ne pas tomber malade, parce que je n'ai pas les médicaments. Comment? Ok. Je n'ai pas les médicaments. Donc, si je peux adopter un comportement qui m'éviterait d'être exposé aux maladies, je ne peux que le faire, parce que je n'ai pas les médicaments. Mais si je tombe malade, je suis obligé de prendre ça pour guérir, à moins que je prenne l'option de me suicider. En 2021, voulez-vous voir la continuité de cette réforme en termes de l'IPR retenue dans les secteurs, à la source dans les secteurs publics? Bon, la loi le dit. Si la loi consacre quelque chose, qui suis-je pour récuser ce que dit la loi? Non, c'est parce que l'applicabilité a commencé qu'en 2020 dans le secteur public. Vous pensez? Oui, il y a eu beaucoup. Non, je demande si vous pensez que c'est ça. Avant ça, ce n'était pas appliqué? C'était appliqué dans le secteur privé. Non, je parle bien du secteur public. Vous pensez qu'il n'y avait pas? Oui. Bon, je ne sais pas. Peut-être que ça s'est généralisé, mais je pense que c'était déjà d'application avant. Au niveau des cabinets politiques, il y avait fait... Là, on l'a vu avec la grogne sociale, avec le médecin qui ne voulait pas, les fonctionnaires. Bon, c'est normal. Quand vous regardez la hauteur des revenus qui sont payés à ces personnes qui servent la nation, et quand vous avez compte du coût de la vie, c'est normal qu'ils puissent se plaindre parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Parce que là, c'est un prélèvement qui est effectué sur une rémunération qui est déjà dérisoire. Or, le coût de la vie est en train d'augmenter du fait de la crise actuelle. On aura du mal à parler avec vous les déficits en dépenses ou en mobilisation pour 2021, parce qu'au départ, vous soutenez qu'il y a possibilité d'aller avec déficit pour un budget de l'État. Oui, il faut aller avec un déficit. On peut aller avec 2021, par exemple, les dépenses, la réduction, par exemple, des trains des institutions, peut faire quelque chose. C'est une obligation normalement. Si nous voulons réellement aider ce pays, n'allons pas avec des discours, mais allons avec du concret. On ne peut pas, dans ce contexte aujourd'hui, envisager par exemple une augmentation des rémunérations des membres du gouvernement ou des institutions politiques au niveau du Parlement. Pourquoi? Alors qu'on est dans un contexte de crise.
Mais vous suivez avec nous les informations. Mais pas il suffit que dans certains clubs de football, certains footballeurs ont été donnés 40% de leur salaire pour aider la prise en charge des personnes qui sont atteintes par la Covid-19. On a appris ça. Il y a des clubs, il y a des privés qui l'ont fait. Il y a des gouvernements qui ont eu à consentir des sacrifices. Mais faisons de même. Donc en 2021, nous pouvons voir un comportement des personnes sacrifiées pour soutenir les finances publiques. En tout cas, pour ma part, j'estime qu'il serait malvenu aujourd'hui d'augmenter les budgets de fonctionnement, en termes réels, les budgets de fonctionnement des institutions de la République. Je trouve que ce serait malvenu. Ce serait aussi malvenu d'envisager une augmentation des rémunérations au niveau politique. Et en 2021 ? Oui, au niveau de 2021 déjà. Tout justement. Et quels sont les projets d'investissement qui peuvent être prioritaires post-Covid pour soutenir l'économie et ça va impacter les finances publiques? Mais nous avons un problème de connexion des provinces. C'est un élément qui bloque l'économie. Vous savez, l'agriculture congolaise est morte aussi désintégrée par le fait de l'absence de routes des dessertes agricoles. Il y a des paysans qui produisaient pour, d'une part, nourrir leur ménage et d'une part, vendre dans les grands centres de consommation leurs produits. Mais du fait de l'absence des routes des dessertes agricoles, ils ont vu une partie de leur production ne pas être vendue comme ils le souhaitaient et périr à cause aussi d'un manque d'investissement de stockage. Une fois, deux fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à revoir à la baisse l'échelle de production, si bien que le surplus qui était destiné à être commercialisé a pratiquement disparu. Donc on est parti d'une économie marchande à une économie de survie de subsistance. Et donc c'est un mécanisme de sous-développement qui s'est installé. Donc si aujourd'hui nous voulons libérer le potentiel de croissance de l'économie, jouer sur l'agriculture, il faudrait voir comment régler les problèmes des routes de cette agricole. Mais il n'y a pas que ça comme projet à faire parce qu'il y a aussi besoin de l'énergie. Et là aussi, le secteur minier demande beaucoup. Il faudrait voir, il y a des projets qui étaient initiés ici et là. Mais on va voir quel est l'état actuel de ces projets et faire un effort pour pouvoir les faire avancer, les booster. Et vous plaidez plus sur la partie rurale. Pourquoi pas la partie urbaine? On a vu aussi les investissements en termes d'infrastructures dans différentes villes à Kinshasa. Ce ne sont pas ces genres d'investissements à soutenir aussi? Non, je parle des infrastructures dans l'ensemble. Les routes, j'ai parlé des routes de cette agricole, mais je parle des infrastructures dans l'ensemble. C'est ce qu'il doit faire actuellement. Parce que c'est un des éléments qui pèse énormément sur le fonctionnement de l'économie congolaise. Et vous croyez que si aujourd'hui l'interconnexion des provinces, il y aura un bon prix sur le marché? C'est un facteur qui va jouer, mais à un moment donné, si en fin d'année 2019, par exemple, on a vu les prix de certains denrées alimentaires augmenter, notamment les haricots et autres, mais c'est entre autres parce que dans la partie est du pays, il y avait un problème pour évacuer la production. Quand les routes posent problème, c'est que l'évacuation des produits pose problème et les peines encourues sont répercutées sur le prix. Dernière question peut-être pour Chité. Okay. Dans la chaîne des mobilisations des recettes, c'est ce que vous voulez... Chaîne de la recette. Chaîne de la recette. Est-ce que vous pouvez imaginer l'applicabilité de cette chaîne après ça existe, non, ça existe dans certains pays, plusieurs pays, et c'est une réforme. À l'époque, déjà, certains partenaires au développement avaient suggéré ça. Donc, on peut bien le faire, parce que nous, on a commencé par la chaîne de la dépense. C'est bien, mais il faut dépenser quoi? C'est ce que vous avez collecté. Donc, il aurait été souhaitable depuis longtemps de faire cette chaîne-là, parce qu'il fallait faire des efforts d'abord pour mieux collecter les recettes de l'État. On ne l'a pas fait, mais aujourd'hui, il faut penser à cela. Il faut donner à l'État les moyens de sa politique. Mais comment? Par des réformes. Donc, il faudrait arriver à mettre en place une procédure claire en la matière, mettre des garde-fous pour que l'on n'ait pas coulage de recettes comme on est en train de se plaindre là, et faire un effort pour accroître aussi le rendement fiscal de certains impôts qui sont... Et il y a aussi d'autres efforts qu'il faut fournir, notamment en ce qui concerne, par exemple, les dépenses fiscales. Il y a des gens qui reçoivent des exonérations au nom ou en qualité de ONG, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des ONG. Des particuliers. Oui, et ils ne respectent pas certaines exigences. À l'époque, il y a certaines autorités de la DGDA qui ont fait remarquer que si on arrive à faire un audit des exonérations et qu'on arrive à corriger cela, ça peut augmenter de manière substantielle les recettes de la DGDA. Si on peut multiplier ça à la DGDA, c'est que
En un temps record, on peut accroître le budget de l'État. Mais il faut faire ces réformes-là. Ça va prendre un peu de temps, mais il faut être courageux et avancer avec les réformes. Est-ce que donc vous n'êtes pas surprise de l'audit au niveau de l'inspection, l'inspection générale des finances? C'est un travail qui doit se faire normalement. Mais l'inspection générale des finances a été créée avec une mission. C'est un travail qui doit se faire régulièrement. Parce que ça ne doit pas être une surprise. Non, ce sont les finances publiques, ce sont les finances de la République. Ce n'est pas l'argent du président, du Premier ministre, non, c'est l'argent du pays. C'est-à-dire que tout le monde doit rendre compte. Dans une des publications que j'ai eu à faire, je dis que lorsque l'on accepte ou l'on exprime le vœu de devenir décideur politique, on doit accepter qu'on puisse contrôler votre gestion de l'État parce que ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du pays. Il y a des comptes à rendre. Mais c'est question aussi de la suite. Après dénonciation, après audit, les auditeurs, après avoir fourni le programme, la suite. Oui, bon, il faut sanctionner. Il faut sanctionner les gens. Mais qui n'accompagnent toujours pas. Je suis de ceux qui pensent que l'intelligence, la réflexion élève une nation. Mais à cela, il faut ajouter aussi la justice. Il faut que la justice fasse son travail. Il ne faut pas que les gens croient que quand nous avons des fonctions publiques, nous avons le droit ou l'attitude de jouer avec les caisses de l'État et faire ce que bon nous semble. Non, je ne pense pas qu'il doit être ainsi. Donc si on pouvait auditer et voir comment la DGDA pouvait augmenter ses assignations, et comment, bon, carrément cette question, est-ce qu'on peut aller dans le même sens pour booster toutes les restes régies financières? Bien sûr, on doit le faire. Mais le pays a besoin d'argent. Si la collecte est faible, c'est entre autres parce que les régies n'arrivent pas à fonctionner. Ça ne sera pas une tracasserie de plus? Non, c'est une tracasserie, ce sont les directions de l'État. Direction générale de l'État. Donc l'État doit contrôler. C'est tout à fait normal. Quand vous avez une assignation budgétaire et que vous n'arrivez pas à l'atteindre, on doit se demander pourquoi. Est-ce que l'assignation a été trop ambitieuse ou c'est vous qui n'êtes pas capable de collecter alors que le potentiel est là? Ce sont des questions qui se posent, mais il faut une réponse. Et si, après exercice, on se rend compte que les écarts sont persistants, mais il est du droit de l'État de chercher à avoir un peu plus clair en tant que patron. Ok, tout justement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alexandre Joué, vous êtes macroéconomiste, enseignant des cours d'économie dans plusieurs universités du pays. Nous vous remercions. Non, c'était un plaisir de partager avec vous ces quelques minutes. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'était votre magazine spécialement économique, Éco-Déco. Merci de rester toujours à la compagnie des Héros Télévision et sur toutes nos applications mobiles.